Salon, donc c'est la dernière conférence de notre ami Little Chao. On va parler lumière, on va parler danse, on va pratiquer de la photo. On va essayer de créer. Exactement. Donc, alors je vous demande juste de reculer un tout petit peu, si vous pouvez, au premier rang, un tout petit peu, pour laisser un peu de la place à notre ami acrobate. exactement, Voilà, parce que nous avons des conférences classiques d'auteurs photographes, nous avons des conférences de l'Encom School. Et là, la particularité de ce que va faire Little Chao aujourd'hui, ça sera la même chose avec Jérôme Amorin sur les coups de 15h30. C'est que lui, il ne parle pas de lui, mais lui, il pratique. C'est pour ça qu'on a besoin un petit peu de place. On est en train de lui créer une petite aire de jeu, parce qu'on est sans fil, il va faire de la photo. Il a intérêt à les réussir parce qu'il est en live et ça s'affichera. Voilà. Donc, Roland, en fait, en général, il aime me donner des défis. Donc j'ai essayé de réaliser les défis. Alors peut-être qu'avant de réaliser les défis, tu vas peut-être te présenter, puisque c'est un gars qui vient de la finance. Donc commencer de la finance pour finir sur le stand Nikon, c'est un petit parcours. Alors, en fait, j'ai un parcours vraiment atypique. Donc pour vous résumer ma vie en 2 minutes, j'ai commencé en tant que danseur pendant mes études. Donc mes parents ont vraiment voulu que je fasse des études dans les mathématiques, normal. Et du coup, j'ai suivi cette voie-là, j'ai commencé à faire des maths, de l'informatique, j'ai fini par de la finance. J'ai fait une école de commerce où j'ai étudié le marketing et la communication. Et au final, j'ai choisi de travailler dans la finance. Donc, je travaillais pendant 4 ans et demi en banque. Donc, je faisais de l'assistance de trading dans la relation avec les informaticiens et les traders. Mais à côté, en fait, toute ma vie, on va dire toute ma vie, pendant 10 ans, j'ai fait de la photo à côté pendant mon activité de danseur. Donc, en fait, pourquoi la photo? En fait, j'adorais créer, j'adorais m'amuser, scénariser, et surtout, en fait, j'arrivais pas à voir en fait de photographe ou de photo qui représentait la danse comme moi je le voyais. Donc, en fait, moi, je me suis dit, moi, je vais créer moi-même, les visuels que je voudrais avoir. Donc, j'ai commencé avec les appareils d'entrée de gamme, et petit à petit, en fait, mon nom s'est répandu dans la communauté de la danse grâce à des réseaux sociaux. Que je me considère, on va dire, comme un photographe de la nouvelle génération. Justement, c'est ce qui nous intéresse. Vous allez voir son travail, vous allez voir son œil, parce que bien évidemment, avant de le lancer sur scène, on l'a un petit peu testé. Mais nous, ce qui nous a énormément séduit dans son approche, là où elle est assez novatrice, c'est sa façon de communiquer dans les réseaux sociaux, leur créer sa page, sans trahir des secrets. Il ne vend pas des photos, il vend une prestation photographique où il réalise de l'image, mais où il médiatise cette image pendant la réalisation. Et ça, réellement, c'est une valeur ajoutée que peu de photographes ont aujourd'hui. Voilà. Donc là, par exemple, pour vous donner un exemple concret, c'est vrai que en fait, je suis mené à couvrir en fait, beaucoup d'événements. Donc j'ai commencé dans des événements de danse, et au fur et à mesure, en fait, ça s'est répandu dans le concert, dans les événements sportifs. Et après, aujourd'hui, je fais vraiment de tout. C'est-à-dire que le fait de pouvoir réaliser une photo et utiliser en fait votre transmetteur Wi-Fi que votre appareil vous permet de faire, vous pouvez en fait dans la seconde qui suit donner un aperçu, teaser en fait votre public, créer en fait du contenu digital, parce qu'aujourd'hui tout est basé sur le digital. Donc Facebook, on va dire, a pris beaucoup moins d'importance parce que le système, on va dire, a un peu bridé la chose. Mais du coup, j'utilise pas mal Instagram, c'est devenu le nouvel outil à la mode de tous les photographes et de toutes les marques. Et donc voilà, c'est vrai que par exemple sur des gros événements sportifs comme avec Red Bull, on a besoin en fait d'un visuel très rapide pour donner en fait pour tenir en haleine votre public. Ils utilisent en fait au lieu d'avoir un assistant avec un ordinateur auquel vous envoyez la photo et que lui envoie par l'arrière, en fait vous le faites vous-même en fait. En fait ça économise, c'est plus pratique et c'est plus efficace. Dans tous les cas, nous qui sommes un petit peu dans les marques et observateurs, et ce que l'on trouve très sympa à regarder, si je puis dire, c'est l'évolution de l'image et la durée de vie de cette image. Où il y a quelques années encore, on était dans la photographie patrimoniale, on la faisait durer. Aujourd'hui, sa valeur ajoutée, c'est le temps du partage. Et à la limite, une fois qu'elle est partagée, cette image est morte. D'où l'intérêt de produire et d'où l'intérêt de partager. Il nous a dit qu'il venait de l'univers de la danse, qu'il maîtrise un petit peu la photo. Je crois que c'est peut-être bien de regarder son œil. Voilà, c'est ce par quoi j'ai vraiment commencé, avec des événements de danse. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance de voyager et de parcourir en fait la planète en fait en voyageant pour couvrir des gros événements de danse, des grosses compétitions.
Voilà, donc après là ça me permet, en fait là c'était avec le Nikon One J1, en fait c'est un appareil compact et qui je voulais tester justement la rapidité de cet appareil, parce qu'en fait il avait on va dire un effet rafale très important. Voilà, donc là c'est deux types de photos que je produis, donc en fait voilà, c'est le genre de scénarisation, toujours des petites anecdotes, c'est-à-dire qu'en fait je traîne avec des amis, et on prend le petit déjeuner et là on se dit bon aujourd'hui il fait beau, donc on va aller se balader dans les rues de Los Angeles, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des endroits un peu intéressants. Donc là on a trouvé un héliport, on s'est fait virer au bout de 5 minutes, hein, mais bon c'est déjà ça, on a eu le temps de créer quelques visuels et donc voilà, j'ai la chance d'être autour de moi, d'avoir des gens qui sont quand même avec pas mal de capacités, mais en fait c'est pas tant en fait les performances des personnes, c'est votre créativité qui va jouer en faveur. C'est-à-dire que là, c'est vrai que sur ce cas à droite, c'est un peu spectaculaire, mais par exemple le saut à gauche, en fait la personne, n'importe quelle personne, au moins pourrait la faire. C'est là également qui est intéressant de par l'éclairage. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une image qui est un peu particulière, parce que par rapport au visuel que vous voyez, avec un appareil simple, c'est un peu compliqué de la faire sans éclairage artificiel. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, si vous voulez avoir une exposition correcte au niveau du ciel, l'ombre que crée en fait cette structure va déjà en fait assombrir votre sujet, donc la personne déjà serait complètement dans l'ombre. Comment la relever sans pour autant passer des heures sur Photoshop? Pour information, chaque photo, je mets 30 secondes à retoucher sur Photoshop. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est vraiment l'éclairage de base et le réglage que vous avez, ensuite la retouche que vous allez effectuer sur Photoshop, c'est vraiment, on va dire, une sublimation. C'est juste un peu de contraste, un peu de colorimétrie, point barre. Voilà. Voilà, donc là pareil, en fait, j'étais dans un hangar abandonné, et en fait, il y avait une fenêtre, et vu que j'avais pas de modeler, j'avais simplement juste le flash. Comment faire pour justement créer un éclairage qui m'évite de créer tout, d'éclaircir tout l'environnement et d'avoir la lumière que sur le sujet? En fait, j'ai trouvé une autre salle à côté avec une fenêtre qui donnait sur la salle principale. J'ai décidé de mettre mon flash là, et ça m'a permis en fait de dessiner la forme de la lumière pour justement souligner que le sujet. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance aussi de travailler avec différents clients. Donc, depuis peu, en fait, je travaille avec l'Opéra de Paris. Donc, Benjamin Puy, le directeur, m'a contacté via Instagram. Il m'a dit, voilà, en fait, Instagram est un réseau très puissant. Voilà, il a découvert mon travail, il m'a proposé de faire un test et venir à l'Opéra de Paris. Donc, moi, voilà, pour tous les photographes en fait qui commencent, en fait, c'est vrai que par exemple, moi j'ai été quelqu'un de très productif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les photographes, quand on m'a demandé de mettre en fait sur l'Opéra de Paris, on m'a demandé 10 photos. On m'a dit, écoute, on a besoin de 10 photos, tu as une semaine pour nous les faire. Je dis, ok. La nuit, je suis rentré chez moi, je me suis mis à retoucher, il était 1h du matin, un truc comme ça. Et le lendemain matin, en fait, j'ai reçu un mail, parce qu'en fait j'ai envoyé un mail pendant la nuit, vers 4h du matin, et j'ai envoyé en fait 129 photos, toutes retouchées, toutes nickel. Et donc du coup ça a fait la différence, et ce qui aujourd'hui me permet d'être photographe de l'Opéra de Paris. Parce que justement, en fait, j'ai pris les devants, voilà, j'ai pris l'opportunité, et voilà, j'ai essayé de faire en sorte de montrer mon travail au maximum. Tu as pris l'opportunité. C'est vrai que ça fait partie des choses que l'on enseigne à la school, qui est de dire que pour avoir des opportunités, il faut soi-même être une opportunité pour les autres. Voilà, donc là par exemple c'est Mystico Plant, c'est la ballerine, c'est l'afro-américaine c'est la première ballerine qui a été soliste et danseuse étoile de l'American Ballet. Donc j'ai eu la chance de travailler avec elle pour une grande marque d'équipementier. Voilà, donc là pareil, je m'amuse également à créer des choses avec n'importe quel type d'éléments. Donc là c'était du fumigène. Là c'était à Rio. Ouais, t'as peine d'y vaciller, New York, Rio, je vois du café avec des copains. Voilà, donc là c'était par exemple, c'était un voyage à Cuba et je voulais tester en fait la synchronisation rapide parce que aujourd'hui la technologie nous permet en fait de figer le mouvement et de prendre des photos avec des flashs déportés en étant en fait sans limite. Donc la seule limite que vous avez c'est la vitesse d'obturation de votre boîtier. Alors, en général on avait un blocage à 200e, à 250e et aujourd'hui on peut aller jusqu'à un 4 millième, un 8 millième de seconde. Voilà, donc là pareil, c'était Tony Parker m'a découvert sur Instagram.
Et donc on m'a proposé en fait de faire une série de photos à Paris. Et donc j'ai fait cette série de photos à Paris et la semaine suivante il me disait bah écoute est-ce que ça te dirait de venir à San Antonio pour passer une semaine et créer des visuels par rapport à ma marque et travailler avec la NBA. Du coup bah, je me suis dit bah écoute pourquoi pas. Et du coup la semaine d'après j'étais au Texas. Donc voilà un petit peu pour son travail. Vous observez qu'il y a beaucoup de rééclairage de lumière. Bien évidemment, ça va être l'objectif de la masterclass. Avant de parler des lumières, tu nous as fait ta liste au Père Noël, tu nous as demandé ce matériel. Pour quelle raison? En fait, c'est des objectifs que j'utilise le plus pratiquement. Donc là, si vous avez un sac à dos, c'est le type d'objectif que vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien travailler avec des focales fixes qui me permet en fait d'avoir une lumière assez élevée dans les environnements sombres et justement de pouvoir figer le mouvement en augmentant la vitesse. Parce que comme vous savez, plus vous allez avoir une grande ouverture, plus vous gagnez en lumière et plus vous pouvez augmenter cette vitesse-là. Plus vous aurez une vitesse élevée, plus vous pouvez figer le mouvement. Ensuite, j'aime bien travailler au grand angle. Et du coup, bah voilà, j'ai un 14-24 qui me limite cette déformation par rapport au fisheye. Et quand vraiment je suis trop serré, je suis au fisheye. Donc là, par exemple, sur la première démonstration que je vais vous faire, j'ai travaillé au fisheye, donc à 16 mm, par rapport à l'espace réduit. Donc là, après, il y a un flash. Alors côté programme, parce que là on a vu ces images, maintenant on va quand même le faire travailler. On a prévu un programme en 3 temps, un petit peu 3 défis différents. L'idée c'est d'utiliser les produits Nikon bien évidemment en lumière ambiante pour voir un petit peu ce que ça donne, sachant qu'on a énormément de pollution, ça nous permettra de revenir sur la sensibilité, de revenir sur les vitesses de capture. Ensuite on va enrichir notre prise de vue avec des flashs en mode reportage. Et on va voir un petit peu la plus-value qu'ils apportent et comment ils sont complémentaires aux lumières ambiantes. Et puis on terminera par un 3e défi qui sera de réaliser une photographie avec des flashs de studio de chez Profoto. Lui par contre il est derrière la caméra, mais l'important c'est devant la caméra. Et nous avons Abdel. Abdel, pardon. Alors je vous présente Abel. Abel, pareil, en fait c'est un athlète, c'est un freerunner, un acrobate. Qui, je pense que quand il avait commencé, ne s'imaginait pas qu'il pouvait en vivre. Et en fait, avec la persévérance, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille, qui est sur des spectacles prestigieux comme Robin des Bois. Il fait la tournée de Matrocora, ça. Voilà, donc ici des autographes potentiellement. C'était parfait exemple en fait pour vous introduire en fait la prise de vue en mouvement. Je vais vous donner pas mal d'astuces pour comment capter le mouvement. Alors peut-être qu'il va nous montrer son savoir-faire. Juste avant, on est assisté également de Lucas qui va faire notre assistant lumière, notre assistant technique. On le fait travailler, on lui montre un petit peu ce qu'il sait faire. Est-ce que vous entendez tous bien? Parce que du coup, ouais, c'est bon. Ok, est-ce que ça vous dirait de voir un peu Abel à l'œuvre, juste pour voir un peu ce qu'il sait faire? Ce que je lui ai appris hier. Alors vous avez un petit indice quand vous regardez la taille de ses épaules. Mettre un peu plus fort. Ah ouais. Bon, on va applaudir pour donner un peu d'énergie. Allez, ne déçois pas avec. Ah ouais, ouais. Le petit déjeuner le matin, c'est des affaires City Galipette. Voilà, merci beaucoup. Si c'est crash, on est assuré, ça marche comment? Ah, pas du tout, non, je le connais pas du tout. Tu fais attention, en priori, on n'est pas couvert. Alors, on y va? Voilà. Donc, je vais prendre le DC650. Donc je vais vous donner en fait, c'est ma façon de faire. Donc après, voilà, après vous prenez comme vous voulez, je vous donne juste les astuces de prise de vue que moi j'ai par rapport à mon expérience. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, pour figer le mouvement, vous devez avoir une vitesse assez élevée. Donc par rapport à l'humain, en règle générale, moi j'ai une vitesse d'obturation qui est au-delà de 1 millième de seconde. D'accord? Donc c'est le réglage que je vais utiliser pour vraiment avoir la possibilité de figer le mouvement pour éviter ce flou de bouger. D'accord? Après, si la lumière vous le permet,
pouvez augmenter cette vitesse, d'accord? Plus vous allez augmenter cette vitesse, plus vous allez également maximiser vos chances d'avoir une netteté par rapport au monde, d'accord? Donc là, par rapport à l'environnement qu'il y a là, par rapport au manque de lumière, je vais me mettre à 1 millième de seconde, vraiment au minimum pour vraiment figer mon mouvement. Donc, par tâtonnement, vous pouvez déjà commencer à prendre une photo. Donc là, déjà, en fait, mon boîtier est réglé à 500 ISO et à 1 millième de seconde à une ouverture de 8, d'accord? Donc là, par exemple, quand je prends une photo, en fait, je me rends compte très rapidement que la photo est complètement sombre. En fait, la photo, l'écran est complètement noir. Donc en fait, je vais augmenter les ISO. Donc en règle générale, vous pouvez monter jusqu'à 3200 ISO avec ce genre de boîtier pour avoir vraiment une qualité déjà correcte en fait. C'est-à-dire que jusqu'à 3200 ISO, voire 5400, vous n'avez pas trop de grains, d'accord? Donc même en concert, en environnement sombre, ça m'arrive des fois de monter jusqu'à 6400 ISO. Donc là, je vais me mettre à 3200 ISO, d'accord? 1 millième de seconde. Et en termes d'ouverture, je vais essayer d'ouvrir en fait, au maximum mon diaphragme à 2,8 pour justement avoir le maximum de lumière. Voilà, donc là par exemple mon réglage de base c'est 1 millième de seconde, ouverture à un diaphragme à 2,8 et 3200 ISO. Je prends la photo. Voilà. Voilà, donc pour moi, au niveau de la luminosité, ça me paraissait très bien. Okay, donc ce que je vais faire, vu que vous avez une ouverture à 2,8, vous allez avoir un grand risque d'avoir un flou par rapport au moment où en fait, vous allez faire la mise au point. Là, vous n'allez peut-être pas faire la mise au point au bon endroit, d'accord? Donc quand vous prenez une photo avec un sujet que vous allez diriger, d'accord? Parce que là, on n'est pas on n'est pas en situation de live, on n'est pas en situation de spectacle. Donc vous pouvez justement orienter et diriger votre sujet, d'accord? Donc vous pouvez anticiper. Comment cadrer une photo en évitant en fait d'avoir le point de focus central? En ayant en fait le sujet, le sujet il n'est pas centré, en ayant la netteté sur ce sujet. Alors voilà mon astuce. Donc en règle générale, moi je vais prendre, imaginons je vais prendre cet axe-là. Abel, je vais te demander de faire un saut par ici, d'accord? Donc tu vas sauter par-dessus, tu vas arriver à peu près à cet endroit-là. Donc moi comment je vais faire? Donc par rapport à mon cadre, je vais pas l'avoir en centrale. Si je me mets en fait en mise au point, en fait en prise de vue rafale, je vais rater ce moment de prise de vue que je veux avoir. Je me mets en one shot. En fait j'ai la possibilité de faire un seul clic, d'accord? Comment ne pas rater? Alors lorsque je fais la mise au point, en fait, je vais demander au sujet de se mettre à peu près à l'endroit où il va être dans les airs. Donc, par exemple, tu vas être où exactement quand tu vas sauter? À cet endroit-là? Ok. Donc moi je vais mettre là. Je vais faire la mise au point avec un collimateur central. Je vais faire le point sur son bras en fait au bout de sa main. Ok, donc une fois que j'ai fait la mise au point, je suis à demi-course. Et en fait, le fait d'être à demi-course, ça me permet de garder ce point. Vu que je ne bouge pas, en fait, la mise au point ne va pas bouger. Vas-y, refais s'il te plaît. Voilà, je fais la demi-course. En fait, en demi-course, je fais la mise au point. Hop, c'est bon. Et là, par la suite, je vais me remettre de telle manière à ce que le cadrage convienne. Parce que le but c'est d'avoir en fait une photo homogène, d'avoir un cadrage dans un environnement qui soit esthétique. Et du coup, voilà, je me remets dans le point. Donc le point est resté tout en haut à gauche, malgré le fait que j'ai bougé mon boîtier. Maintenant, Abel, tu peux y aller quand tu veux. Voilà. J'ai fait la photo. Tu l'as réussi ou non? Oui, j'ai réussi. Ah, on peut la regarder alors. Ouais, donc on va vous montrer la photo. Alors, comment on fonctionne? Tout simplement par le retour HDMI, ce qui nous permet de voir ce qui est sur son image. Et le temps qu'il connecte, une autre façon aussi de faire, c'est de dissocier la mise au point qui est ce déclencheur avec la mise au point de ce bouton iPhone derrière. On peut très bien également demander au D750 de faire le point avec le bouton iPhone. Et quand vous relâchez le bouton, il garde en mémoire la mise au point précédente. Voilà, il faut appuyer sur lecture pour que ça monte. Voilà. Est-ce que tu es content de ta photo ou pas trop? Est-ce que ça vous va? Ça vous va moyen, hein? Moyen, t'as intérêt d'améliorer. Ok, donc en fait voilà, là vous pouvez voir, je vais remontrer la photo, je vais juste la décrire rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, la mise au point que j'ai effectuée, malgré le fait que le collimateur soit central, en fait le point est toujours sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai gardé cette mise au point de mes courses, j'ai recadré par la suite, et ce qui m'évite en fait de suivre le sujet, d'accord? Parce que quand vous faites ça, en fait vous êtes complètement perdu et pris en fait de court par rapport à un mouvement, d'accord? Voilà, là, ça c'est la première astuce. Ok.
On continue? On continue. T'en fais une autre ou tu changes de... Je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre. Je vais faire une autre. Alors, il y a une autre technique également. Donc, en fait, est-ce qu'on peut... Non, j'allais dire est-ce qu'on peut montrer la photo, mais en fait, j'ai embarqué l'appareil. C'est un peu compliqué. Voilà, en fait, ce que vous pouvez faire, en expliquant tout à l'heure, sans refaire la photo, imaginons qu'en fait, c'est un peu compliqué, la personne est dans une action, par exemple en condition de spectacle, vous ne pouvez pas lui demander de faire le point, d'accord? Donc en fait, la petite astuce, c'est de faire le point sur un endroit où vous voyez que la personne va plus ou moins passer à la même distance entre le sujet et votre appareil, et en fait votre appareil est un autre point approximativement proche du personnage. Imaginons qu'en fait je me mette en fait à cet endroit-là, d'accord? Je voudrais qu'il passe, enfin je sais qu'il va passer par là. Donc au lieu de faire le point, sachant que par exemple il n'y a pas d'endroit pour faire le point à cet endroit-là et que le sujet n'est pas encore passé, je vais faire le point à un endroit un peu à égale distance. Donc, je vais faire le point à cet endroit-là, d'accord? Voilà, et du coup ça va me permettre en fait d'anticiper. Je donne un autre exemple, imaginons que vous faites des photos de motocross avec justement la moto qui va passer dans le ciel. Ben, par exemple, si vous êtes assez loin, vous pouvez faire une mise au point sur la butte à laquelle en fait là où il va sauter. D'accord? Comme ça va vous permettre de recadrer la photo et en fait d'optimiser votre cadrage. D'accord? Allez, c'est parti. Je fais une photo, tu passes par-dessus moi. Ok. Faire le point. Plus haut un peu, ouais c'est bon, un peu plus bas. C'est bon. Ah ouais, bravo, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. On est d'accord, c'est toi Del qu'on applaudit, hein, c'est pas Lida Chao. Hein. Voilà, donc après dans l'atelier suivant, je vais vous expliquer en fait comment je travaille avec le flash. D'accord? Oui. C'est drôle, hein? Pourquoi pas couper l'autofocus? D'accord, en fait, donc il y a une autre question, c'est pourquoi ne pas couper l'autofocus? Ça c'est une solution, d'accord? C'est une solution à faire. Mais en fait, quand vous êtes dans des conditions rapides, enfin du spectacle par exemple, le problème c'est que ça vous arrive des fois de bouger, de toucher en fait l'objectif, ça peut vous dérégler. Après moi ça m'arrive de le faire également. C'est-à-dire que quand je demande à quelqu'un de prendre une photo pour moi, au lieu d'avoir un problème de mise au point, parce que je sais que la personne va derrière dérégler et pas pouvoir faire la mise au point correctement, je fais la mise au point, je demande de prendre la photo et je coupe, j'enlève l'autofocus. Voilà, du coup je suis sûr qu'il y a une qualité. D'accord? Mais c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ça m'arrive de le faire. Voilà. Donc là je vais utiliser un flash. Pourquoi je vais utiliser un flash? En fait le flash va vous permettre de créer l'univers, les univers que moi je crée en fait, c'est-à-dire de mettre le sujet en avant par rapport au décor. Enfin, un exemple concret, imaginons que vous êtes en photo d'extérieur. Lorsque vous prenez une photo avec un sujet, vous avez beaucoup de chance d'avoir le sujet bien exposé et d'avoir un ciel surexposé. D'accord, ça vous arrive. Ou l'inverse, d'avoir un ciel bien exposé et d'avoir le sujet complètement dans le droit. J'utilise le flash justement pour relever et pour faire ce contraste. D'accord? Donc là en l'occurrence, imaginons que là la lumière d'ambiance ne me plaît pas vraiment. Je voudrais faire un petit focus sur le sujet et d'avoir une lumière uniquement sur le sujet. Donc j'utilise un flash. Donc, le Nikon permet de contrôler le flash à distance. Si tu confies l'appareil photo à Lucas, je fais l'explication de comment ça fonctionne pendant qu'il place les éclairages. Donc vous l'avez compris, la plus-value de la chose en fait, c'est de faire en sorte que le système de flash travaille en TTL, donc s'adapte potentiellement à la lumière ambiante, 1, 2 ou 3 sources de lumière, peu importe, et que ça soit piloté par le flash principal. C'est pour ça qu'on va aller dans le menu. Dans le menu, on a les différentes pages de réglage. C'est toujours les mêmes en fait, les pages de réglage. Menu visualisation, je regarde mes images. Menu prise de vue photo, je règle les paramètres de mon image, la qualité de la couleur du signal. Je règle la qualité de ma vidéo. Je personnalise les fonctions de mon appareil photo. Et puis là, c'est avec informatique, je règle tout ce qui va autour. Donc comme je veux personnaliser ma gestion de flash, je vais dans le réglage perso. J'ai des adresses, je vais sur celle qui est destinée au flash. Et là, j'en ai deux à connaître. La première, c'est la E3. Puisque classiquement, le flash intégré travaille en TTL. Nous, dans le cadre de TP, on veut que le flash intégré pilote d'autres flashs externes comme celui qui est là-haut. On va donc lui dire qu'il contrôle, on passe en mode contrôleur, il pilote d'autres flashs. À partir de ce moment-là, il peut en piloter deux groupes. Dans chaque groupe, il peut y en avoir plusieurs.
Pour l'instant, tu n'en as sorti qu'un, ça sera le A. Premier déclenchement, on va être en TTL, on ne va pas faire de compensation d'exposition. On va lui demander de claquer normalement. Mais, subtilité de la chose, le petit flash intégré va faire partir le flash externe, mais on ne souhaite pas qu'il ne prenne pas à l'image. C'est pour ça qu'on va désactiver le flash intégré. Il va bien partir, mais il ne prendra pas par l'image. Son éclair sera des vrais éclairs de réglage juste avant. Donc là, on a un réglage qui est de dire qu'on travaille sur le canal 1, sur le groupe A. Je valide sur OK. Et j'ai juste à m'assurer que le flash de la base soit bien sur le canal 1A. C'est le cas du cas, on est bien sur 1A dans le mode de remote. Ce qui veut dire que si on déclenche, les deux partent et ça fonctionne. Maintenant, deuxième petit retour de l'HDMI. Maintenant, deuxième subtilité, Michael Shawan a parlé à l'introduction. La volonté, c'est de déclencher en très haute vitesse. De manière classique, on est limité au 250e. Ce n'est pas le cas quand on est en mode contrôleur, grâce à la fonction E1. Nativement, on est sur des vitesses de synchro classiques, mais dès le moment où on veut passer en mode synchro FP, on va autoriser notre appareil photo en fait à travailler au flash à toutes les vitesses. Et là, je suis au millième à 2,8, je fais n'importe quelle photo, ça part au millième à 2,8. Si on regarde mes données de prise de vue, mon flash il est bien parti, il se voit. Et si je regarde mes données, en effet, je suis au millième, je suis à 2,8 et j'ai toujours conservé les paramètres. Voilà un petit peu comment on va travailler, qui veut dire que lui maintenant son boulot c'est d'afficher la bonne vitesse, d'afficher le bon diaphragme et de régler la sensibilité en fonction de l'équilibre qu'il souhaite avec la lumière ambiante. Ok tout le monde? Donc la clé du système, c'est les réglages des fonctions E1 et E3. Cette explication elle est valable pour tous les boîtiers à partir des séries 7, des D7000, D7100, D7002, puis les D750, 610, et bien évidemment les 810 et ça doit jouer. Voilà, donc en fait, juste par rapport au réglage que je vais utiliser, c'est vrai que là, mon souhait, c'est justement en fait d'isoler le sujet par rapport à l'environnement. Là, par rapport à la lumière ambiante, je voudrais baisser cette lumière pour avoir en fait un cadre un peu plus sombre. Donc par rapport au réglage précédent que j'avais, je vais baisser les ISO, donc là je vais baisser aux alentours de 1000 ISO, d'accord. Je vais augmenter la vitesse, parce que maintenant j'ai un flash, je vais pouvoir justement compenser ce manque de lumière, donc je peux monter la vitesse pour ficher davantage le sujet. Ok. Donc là je suis à 1 600e de seconde. Donc si je prends la photo, donc, sans le flash, en fait je me rends compte que en fait, le cadre est sombre. Donc, par rapport au cadre, c'est le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure quand vous êtes dans un environnement extérieur. Quand vous faites la prise de vue sans le flash, ça vous permet de donner en fait l'aspect global que votre image va avoir. D'accord. Et par la suite, une fois que vous avez ce réglage, ça vous de régler la puissance du flash. Donc vous pouvez également piloter pour justement régler la puissance du flash, qu'il soit forte ou plus faible, d'accord, en fonction de l'exposition. Est-ce que tu peux venir juste rapidement? Je vais juste faire un premier test de prise de vue pour voir si la lumière est trop forte ou pas. Ok, pour moi ça me correspond bien, d'accord. Donc là je suis à 1 600e de seconde, à une ouverture à 2,8. Je peux même fermer davantage pour augmenter cette profondeur de champ pour éviter en fait, d'avoir un flou. Donc imaginons que je monte à 3,5, d'accord. Et donc là je suis bon. Donc là à partir du moment où j'ai mon réglage, ce que je vais demander au sujet, j'ai placé le flash dirigé vers l'endroit où le sujet va être. Et là je vais prendre la prise de vue, d'accord. Tu peux venir un peu par là s'il te plaît? Merci. Ok. C'est bon pour vous? Ok. Pareil, je fais la mise au point. Je recadre. C'est parti, quand tu veux. On peut l'applaudir. Ok. Alors là, le flash est un peu trop puissant. Ce que je vais faire, c'est baisser en fait la puissance du flash. Je vais également baisser. Donc là, vous avez quand même des boîtiers. Non, tu te rappelles, ça se baisse à hauteur du boîtier tout à l'heure quand vous étiez dans la touche E3. Parce que là, il est en TTL. On était dans la partie TTL. Et du coup, on avait un correcteur d'exposition. Il suffit juste de baisser sur le correcteur d'exposition. Ok. Est-ce que tu peux la refaire s'il te plaît? Donc là, il n'est pas en termes de mise au point. Le sujet n'est pas là. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que je peux faire la mise au point directement sur le bout de la butte.
Ok, maintenant c'est bon, vas-y quand tu veux. Donc là il est allongé complètement dans les airs. Ça marche? Ouais. On peut la montrer, la photo, elle est réussie? Je ne l'ai pas prise exactement au bon moment, mais voilà, c'était indulgent avec moi. C'est le matin. Tout va bien pour le moment? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler tout à l'heure. En rafale? Je crois qu'elle est réussie. Pourquoi ne pas prendre un rafale? Parce que si vous faites de la rafale par rapport à ça, quand vous utilisez une source de lumière extérieure, il va y avoir des fois des problèmes de temps de rechargement. C'est-à-dire si vous utilisez un flash à pleine puissance, le temps de rechargement est un peu plus élevé que si vous utilisez un éclair avec une puissance plus faible. Voilà, donc en fait, je préfère justement également prendre une photo avec une prise de vue sans rafale, ce qui permet d'avoir le bon moment. Bon là, en l'occurrence, je l'ai raté. Et voilà, D'un autre côté, il faut compléter, c'est tout l'intérêt des réflexes où réellement ils partent à la pression. Alors je vous montre également l'écran ici parce qu'on a une petite perte de par l'écran où on a l'impression que les noirs ne sont pas noirs mais les noirs sont bien noirs. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, en fait l'environnement est très sombre. D'accord. En règle générale, avec une 250e, vous avez facilement un flou. D'accord. On est bon pour ce deuxième défi? Oui. J'imagine que tu as développé une sorte de sixième sens pour savoir exactement le moment pour la photo. Alors, donc la question c'est, est-ce que j'ai débloqué un sixième sens pour savoir au moment, à quel moment prendre la photo? On va dire qu'à partir du moment où vous êtes dans un univers, un milieu, tous les photographes de sport vont vous le dire, arrivé un moment quand vous faites beaucoup de photos, vous allez comprendre. Donc en fait, instinctivement, vous allez automatiquement avoir le moment à quel le moment se déclenche. J'ai une image pour compléter ta réponse. Un musicien, à un moment donné, il fait des gammes, il fait des gammes, il fait des gammes. En photo, on déclenche, l'inspiration monte, c'est du travail. Voilà. Tu continues? On continue, donc là je vais vous montrer un autre type de photo. J'utilise en fait, au cas où j'utilise deux sources de lumière. Pourquoi j'utilise deux sources de lumière? À partir du moment où vous avez la possibilité de prendre des photos et d'avoir des flashs disposés un peu partout, alors voilà, on commence à s'amuser et vous voulez augmenter votre créativité. Du coup, moi, c'est vrai que ça me permet en fait, par rapport à l'endroit à laquelle vous placez votre lumière, d'avoir des rendus différents. Donc là, en l'occurrence, il va avoir une lumière plus prise de derrière. Donc, ça m'arrive des fois en spectacle, imaginons un concert, vous n'avez pas le droit de prendre de photos en fait, avec le flash, mais de devant, parce que justement vous allez éblouir en fait, votre artiste. Moi je le mets derrière. Et ça va me donner un autre rendu, d'accord? Ça peut également vous donner un aperçu de ce que ça peut donner en lumière. Ouais. On active le deuxième flash. Dans le deuxième flash, on va l'activer sur la deuxième adresse, puisque la baie est libre. Donc vous avez vu tout à l'heure, il trouvait que le flash A partait trop fort. Il a corrigé avec une correction d'exposition. Maintenant, on va retourner sur le groupe B et on va activer le deuxième flash groupe B. Bien évidemment, l'intérêt de les dissocier, c'est de faire en sorte d'avoir des gestions différentes de correction d'exposition en fonction de où ils sont passés. Et on n'oublie pas de valider sur OK. On rajoute une boîte également ou non? Ouais, en fait, je rajoute une boîte à lumière. Pourquoi je rajoute une boîte à lumière? C'est pour justement diriger la lumière d'une manière plus propre, plus diffuse. La lumière est plus douce, moins agressive que lorsque vous utilisez un flash en fait sans meubleur. D'accord? Quand on parle de lumière, en fait, vous avez deux choses à retenir. C'est toujours pareil, c'est qualité et quantité. La quantité, elle est facile à comprendre, ça va être la quantité de lumière par rapport à l'ambiance. Et là, pour la visualiser, on compare toujours la lumière à un fluide, comme si c'était un jet d'eau, un karcher. Et on sait que si elle part à 2 mètres, elle ne va pas partir à 10 mètres, et que si elle est dure, forte, elle sera dure et forte. Donc on a toujours qualité et quantité. La quantité, on va la gérer avec les différentes corrections d'exposition, du moins de contrôleur. Et par contre, la qualité de la lumière, on va la gérer avec les différents façonneurs de lumière. Donc il peut y avoir des façonneurs de lumière naturels, ça peut être un plafond blanc, qui va nous faire retomber la lumière comme de la pluie directement. On peut avoir des réflecteurs, on peut faire partir un flash sur un réflecteur. Là, le choix pour cette conférence a été d'utiliser directement des boîtes à lumière pour se rapprocher de lumière type de studio. C'est très facile à monter, Lucas il est mis. On met la tête de flash dedans. Et l'idée, c'est que vous allez vous retrouver avec une surface éclairante qui est beaucoup plus douce, mais surtout qui est beaucoup plus large que le tube natif. Et
Et ça, c'est des choses qui sont très utiles, notamment quand on fait du portrait. On change complètement la nature de la lumière. Donc gardez en tête, la lumière c'est toujours pareil, c'est qualité et quantité. Et si vous dissociez bien dans vos temps d'éclairage qualité et quantité, tout devient simple. Donc là, j'ai changé d'objectif parce que j'étais au fisheye. Donc c'est quand même l'optique que j'utilise moins parce que du coup, mes optiques favorites c'est les montres focales, donc à partir de 50-85 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait ça me tasse un peu l'image et ça me crée une scénographie. D'accord, ça m'évite d'être trop dans l'action. Ça me permet d'avoir un regard un peu extérieur. Ça va donner, on va dire, un autre caractère à la photo. Et moins de déformation. Okay, donc là je vais utiliser le flash. Je vais juste me remettre par rapport en fait au contrôle. Je rappelle que tout à l'heure, tu avais apporté une correction d'exposition. Je ne sais pas si elle est toujours valable. Alors en fait là, je vais me repasser en fait dans le mode de contrôle de flash en manuel, donc pas en TTL, pour éviter d'avoir un contrôle automatique, d'accord. Donc là, je vais me mettre en pleine puissance sur les deux flashs, d'accord. Ok, je vais augmenter la vitesse à 2500 centièmes de seconde. Je prends une première photo très élevée pour avoir le rendu que voilà que je vais tester en rendu. Est-ce que tu peux du coup, par exemple, tu vas passer? Tu peux le faire ici. Ok. Ça va pour toi? Ok. Voilà, au-dessus. Enfin, attends. Là, il va un peu donner le pied le truc. Est-ce que tu peux reculer encore davantage? Recule encore. Ouais. C'est bon? Ok. Donc voilà pourquoi à cet endroit-là. C'est-à-dire que si vous pouvez voir, en fait, cet éclairage va me permettre d'avoir en plongée à 45 degrés la lumière sur le sujet sans avoir à éviter d'éclairer le fond. D'accord. En fait, les rayons vont être stoppés par rapport à la boîte à lumière. Ok. Voilà, baisse un petit peu plus. Voilà, en fait, on va pas viser le fond. Ok. Je vais juste replacer un peu de flash. Parce que je pense que là c'est trop. Je peux jouer la séquence aussi, c'est pas le Ok. Donc normalement il va être. Non. Mon but c'est qu'il soit devant le flash, d'accord? On va éviter de voir le flash et d'avoir juste en fait le contour du flash qui va dessiner son corps. On est d'accord, le soleil qui tape, il fait partie de ton image ou il te gêne pas? Non, il me gêne pas, je vais me regarder. Ok, c'est bon pour moi. Je vais reculer un tout petit peu. Quand tu veux. Je crois qu'on peut l'applaudir, n'hésitez pas. T'as pas l'air content de toi, ça le fait pas. Si c'est bon, on peut montrer l'image? Ouais. Parce qu'il est quand même sans filet, hein. C'est à chaque fois un déclenchement, une image montrée. Le seul problème que vous allez vous montrer, enfin qu'il va y avoir, je vais vous juste montrer ce que ça va faire. C'est-à-dire qu'en fait le flash n'était pas totalement derrière lui, c'est-à-dire qu'il y avait juste une petite fente, donc il va y avoir un éclair qui part en fait entre son bras et son corps. Bon, après c'est pas très grave, ça peut être un effet voulu. Après c'était pas l'effet que je voulais de base, mais ça pourrait passer je pense. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait la source de derrière va pouvoir éliminer au niveau de ses jambes, en fait à cet endroit-là. Vous voyez bien qu'en fait le contour va être accentué, d'accord? Et cette lumière de face va vous permettre d'éclairer ce sujet, donc en gardant un environnement un peu plus sombre. Donc certes, il y a possibilité en fait d'augmenter justement l'intensité de la lumière qui est derrière en fermant votre objectif davantage, en fermant le diaphragme ou en augmentant la vitesse. D'accord? On peut refaire le test si tu veux, comme ça je peux vous montrer le rendu que ça puisse avoir. Voilà, on va monter au 4 millième de seconde pour vous montrer qu'en fait en termes de synchro flash, je vais aller au-delà, je vais baisser les ISO. Donc là j'étais à 1000 ISO, je vais descendre à 800. D'accord? Vous savez quoi? Je vais même changer la donne. Je vais ouvrir mon objectif au diaphragme à 1.4 pour justement j'aurai plus de lumière mais j'aurai un flou d'arrière-plan qui sera en fait plus accentué. Ce qui va me permettre également de descendre davantage en fait l'ISO. Je fais juste un petit test. Ok, parfait pour moi. Bah, quand tu veux. Voilà, je remonte la photo. On peut l'applaudir également. Voilà, comme vous
pouvez le voir, en fait, l'environnement est un peu plus sombre derrière. Vous pouvez voir qu'en fait, vu que j'étais une ouverture à 1.4, l'arrière-plan est encore, beaucoup plus flouté. D'accord. Là, vu qu'il est devant le flash, on ne voit pas la lumière qu'il y a derrière, mais bon, on a quand même le contour au niveau de ses cheveux. Voilà. C'est normal que tu aies le flash focalisé à 85 là? C'est-à-dire en termes de puissance? Non, en termes d'écartement. Ah, Réglé sur un 85 mm, tu t'attendais peut-être à ce qu'il soit réglé en grand angle, parce qu'il rose plus large. d'accord. Je pense que c'est ça la différence. Est-ce qu'on considère ce deuxième défi à réaliser en matière de lumière flash de reportage? Tu as autre chose à faire? Ouais, si c'est bon pour vous. Donc je vais passer en fait au flash de studio portable. Pourquoi? Parce que vu que la puissance va être un peu plus importante, ça va me permettre de créer en fait davantage de choses. Par exemple, si vous êtes en plein midi, au soleil, avec un soleil très fort, pour ressortir en fait le bleu du ciel et d'avoir en fait un sujet correctement exposé, vous allez avoir la problématique d'avoir un manque de puissance. Donc moi je vais utiliser les flashs, en l'occurrence des flashs Pro Photo, le B1 qui est portable, qui permet de l'appeler partout avec moi. Et donc du coup, je vais vous montrer comment isoler par rapport au cas qui est ici, pour avoir un fond qui soit complètement sombre, enfin complètement, c'est pratiquement un peu lumière par rapport à une lumière parasite, mais ce qui va vous donner en fait une idée comment créer les types de photos que vous pouvez voir sur des fonds en noir en fait. Ok, je vais vous montrer juste ça. Je vais faire un premier test, s'il vous plaît. Donc là, par exemple, en termes d'ISO, je vais descendre à ISO 100, d'accord? Et en termes d'ouverture du diaphragme, je vais être à F11. En prenant la photo sans le flash, par exemple, donc je suis à 4 millième de seconde. En prenant la photo sans le flash, je me rends compte que la photo est complètement noire, en fait, elle est complètement sombre. Donc là, on est dans un environnement complètement sombre. La compensation du flash va vous permettre de donner justement cet univers et de justement mettre en lumière le sujet. Est-ce que tu peux juste venir? Je vais juste te mettre là. Ok. Est-ce que tu peux... Voilà. Donc c'est un peu ensemble, je vais ouvrir l'avantage du boîtier. Ok, c'est bon pour moi. Donc je fais une ouverture à un diaphragme à 5, à 4 millièmes de seconde et à ISO 100. D'accord? Quand tu veux. Ouais, s'il te plaît. Ok. Ça le fait? C'est bon. Voilà, donc comme vous allez voir, en fait, vous allez avoir une lumière douce créée par justement cet Octobox et en fait isolée sur le sujet. Donc, certes, il y a un peu de lumière parasite. On verra que le fond est vraiment beaucoup plus sombre que sur les prises de vue d'avant avec le flash. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Je m'étais pas rendu compte qu'on avait Voilà. un écran qui est très très doux et on voit pas les noirs comme on devrait les voir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait au niveau du mouvement, vous avez, le mouvement est assez rapide comme vous avez pu le voir. Et en termes de flou, de bouger, vous avez moins de flou en utilisant une synchronisation rapide avec une vitesse élevée. Voilà. Défi réalisé? J'espère. As-tu une autre photo à nous faire ou on considère que la mission est accomplie? Je vois des hochements de la tête, ça va, ça va. Ouais, on peut l'applaudir très fort. Un grand merci à toi. Allez, une dernière figure pour la forme. Allez. Alors là, faites chauffer vos flashs, ça vous jouer. Alors attendez. Allez. Je voudrais avoir un volontaire pour que cette personne puisse prendre la photo. Je pense que ça peut être Ok, sympa. j'ai une photo de groupe. Non, c'est-à-dire je l'ai fait tout à l'heure, mais s'il y a une personne dans le public qui veut faire la photo, bah, je vais lui passer l'appareil pour lui montrer en fait, par rapport à ce que j'ai expliqué, savoir si la personne peut mettre en pratique. Alors moi j'aimerais que ça soit quelqu'un qui fasse une photo plus belle que lui. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut prendre une photo? Qui veut prendre une photo? Je vous en prie. Merci, on peut applaudir. Comment vous appelez? Lucille, on va applaudir Lucille. Alors, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on va faire là, c'est que, Abel, tu peux faire un salto ici, mais vers là. D'accord? Moi, je vais faire ton assistant. Ok?
trompes ou là t'es dans l'improvisation complète? Ouais, je suis en position complète, donc c'est bien. Ok, donc là, tu peux reculer davantage. Ok. Alors si tu te baisses, ça va te permettre en fait de donner en fait un effet de hauteur. Enfin, ça va t'amplifier ton effet de hauteur. On a l'impression que le sujet sera encore plus haut. D'accord. Voilà. Non, tu t'en pas, c'est bon, c'est très bien. Donc là, ce que tu peux faire, c'est faire la mise au point sur le sujet. Donc moi, en fait, j'ai mis un petit bip qui me permet de savoir que j'ai fait la mise au point, parce que des fois, le petit éclair à l'intérieur de viseur va faire une erreur. Le petit bip que tu vas voir en demi-course. Est-ce que tu peux faire la mise au point sur le sujet? Ok, c'est bon. Et là, tu peux recadrer pour avoir le sujet à gauche, pour éviter d'avoir un central, d'accord? Quand tu as ton cadrage et que tu es prêt, tu me dis, et après, tu anticiperas juste le mouvement, d'accord? Ok, ça, tu as assez de hauteur, hein, parce qu'il est au bord. Okay. Allez, on l'encourage. Allez, 3. Allez, 1, 2, 3. Oui. C'est bon? T'as raté? Ah, c'est pas facile. Tu vois? Ah, il est vers le bas. Ah, déclenche un peu plus tôt, ok? Ne le blesse pas, s'il te plaît. Attends, oui. Fais la mise au point sur la butte, s'il te plaît. Tu vois? Comme ça, t'as pas besoin d'avoir la mise au point sur le sujet. Ok? C'est bon? Allez, 1, 2, c'est parti. Ah, là, elle est bonne, là, je pense. Verdict. Si elle a fait une jolie photo, elle a des choses à gagner ou t'as rien prévu? Ok, c'est conceptuel. On va voir la photo. Tous les cas, on peut l'applaudir très très fort. Donc là, en fait, vu qu'il était en boule, en fait, on va avoir que son dos, d'accord, d'éclairé. Donc s'il avait été sur le profil, en fait, par rapport à la figure, on aurait vu toute la figure entière. Donc là, on voit que son dos. Mais bon, c'est... T'as réussi la photo quand même, t'as réussi le challenge. Applaudissez-moi. Merci, c'est ça. Bah, on voit bien la marque. Ça marche. Voilà, donc elle a réussi à capter le mouvement. Voilà pour vous montrer qu'en fait je suis un escroc total. Je crois que tu voulais conclure avec une grande photo de groupe. Ouais, donc en fait je vais vous donner juste un exemple de comment je procède. C'est-à-dire que je prends une photo, je la poste directement par exemple sur ma page Facebook en temps réel. Donc du coup on va faire une photo de groupe, si ça vous dit, ça me permet d'avoir un souvenir par rapport à ce salon. Vu que c'est la dernière conférence chez Nikon de l'année pour moi. Et du coup, c'est une photo que vous allez récupérer sur son profil d'ici 2-3 minutes. C'est parti. Voilà, donc je vous en prie, investissez la scène, hein. C'est gratuit. Alors, tu fais monter tout le monde sur scène, c'est ça? Ouais, sur scène, montez sur scène. Devant la scène.